Bonjour à tous, bienvenue sur notre stand KPMG. C'est un plaisir que de vous accueillir aujourd'hui pour ce KPMG Vivatech 2024. Alors je suis Alban Liger-Belair, associée en charge de l'innovation pour KPMG France. Et cette année, notre thème à Vivatech, c'est Sustainable Futures Start Now, volontairement tourné vers une vision durable de l'IA, et notamment de l'IA générative qui est au centre des discussions cette année. On veut vraiment voir ça au service de futurs soutenables, et notre conviction, c'est que ça commence aujourd'hui. Alors au cours de ces 3 jours, on aura la chance et le plaisir d'accueillir de nombreux intervenants autour de différentes thématiques. La première, c'est Proof of Trust, Green Tech, AI Everywhere, Resilient Ecosystem, Tech for Sustainability, et enfin Merging World. Donc ces 6 thématiques nourrissent notre réflexion pour tracer les contours de ces futurs soutenables. Alors en ouverture, nous nous interrogeons sur les promesses des avancées technologiques. Et on voit bien, on en parle beaucoup, avec les avancées rapides de l'intelligence artificielle. Il y a une vraie prise de conscience de la nécessité de reprendre la main afin de trouver une meilleure harmonie entre ce qu'on appelle les 3 intelligences, l'intelligence numérique, l'intelligence humaine et l'intelligence écologique. Et l'IA, comme toute technologie, doit être pensée et utilisée au service du bien commun. Il s'agit donc pour les entreprises et leurs dirigeants de prendre en compte le plus en amont possible l'impact de ces technologies, avec notamment ce qu'on appelle le possible effet rebond. Voilà, la question qui se pose, c'est comment mettre la technologie au service du bien commun et de l'émancipation des entreprises. C'est une équation qui est complexe à trouver, avec comme impératif une technologie éthique et raisonnée. Alors, pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Maxime Blondeau, qui est cosmographe et entrepreneur. Et Maxime interroge les relations entre technologie, civilisation et territoire. Dans sa vision singulière de l'écologie, technologie et territoire sont indispensables. Il plaide pour redéfinir notre manière de comprendre le territoire afin de permettre à chacun de conscientiser le lien de cause à effet entre les technologies et notre attention d'un côté et l'écologie et les territoires de l'autre. Sa vision d'une nouvelle ère écologique s'articule autour d'une représentation des territoires et une responsabilisation de l'exploitation des ressources. Voilà. Alors Maxime, une première question pour toi. Depuis quelques années, on dit que les crises s'accélèrent, s'enchaînent, c'est une réalité, voire se déchaînent. On parle même de permacrise. Et on observe une certaine évolution de la relation entre technologie et notre perception du monde. Pourrais-tu nous expliquer comment tu vois le monde qui nous entoure et quelle est ta grille de lecture ? Alors, d'abord, merci à tous pour cette attention et pour cette invitation. Alors, la réponse que je vais faire, ça va être une analogie qui n'est peut-être pas la meilleure, mais elle permet de comprendre ce que je vais vouloir dire. Avec le développement de la médecine, on a été capable de découvrir de plus en plus de maladies. Aujourd'hui, avec le développement d'un certain nombre de technologies de l'information, on est capable de se rendre compte de plus en plus de dérèglements et de problèmes qu'il y a dans notre relation au monde, relation au territoire, relation au vivant, relation à l'espace, relation au temps. Donc, entre le développement des systèmes technologiques, notamment la technologie de l'information, et notre compréhension des enjeux écologiques dans la deuxième moitié du XXe siècle, eh bien, il y a une relation directe. Et ce n'est pas une relation qui est nouvelle, puisque en fait, depuis la nuit des temps, toute invention technologique module, transforme, altère notre perception de l'espace et du temps, notre perception de ce qui nous entoure. C'est valable avec le feu. Le feu transforme notre perception de l'espace. On voit plus loin dans l'obscurité, on voit plus tard le soir. C'est valable avec les technologies de l'habitat, les technologies de mobilité, les technologies agricoles, avec le numérique aujourd'hui. Donc il y a une relation intemporelle entre le développement des systèmes techniques, des dispositifs techniques, et la perception de l'espace et du temps. Donc ça, c'est vraiment mon sujet. Moi, je fais de l'anthropologie technique. J'étudie la relation entre les technologies et l'humain, mais notamment, en particulier, dans la façon dont ça va changer notre rapport au monde, dont ça va changer notre perception de l'espace, du temps, du vivant, de ce qui nous entoure. Et évidemment, les applications concrètes de ce regard, c'est en écologie. C'est pour comprendre notre relation à notre habitat et puis à ce système dans lequel nous sommes ou ce milieu dans lequel nous baignons et dont nous dépendons largement.
Deuxième question, comme tu le sais, à Vivatech, notre thème cette année, c'est Sustainable Futures Start Now. J'aurais bien voulu connaître un peu ta vision du rôle de l'IA dans la quête d'un futur plus soutenable, dans le rôle en tout cas qu'elle peut jouer. Alors comme tout système technique, il y a un côté pensée magique. Avec l'IA, on a l'impression que ça peut tout faire. On a l'impression que ça peut résoudre tous les problèmes. Je pense que c'est peut-être le stade de solutionnisme, c'est-à-dire de croyance dans l'idée que les technologies vont résoudre tous les problèmes le plus élevé qu'on ait jamais eu de l'histoire du développement scientifique et technique humain. Je pense que l'IA peut jouer un rôle majeur justement dans la question de la perception que l'on va développer du monde. En fait, il est possible que les outils qui collectent la donnée nous orientent vers des données essentielles pour mieux comprendre le monde. Mais il est aussi possible qu'on oriente ces systèmes très puissants, qui vont être capables de collecter de la donnée, vers une forme d'évasion, de distraction, de divertissement ou de systèmes qui sont hors sol, c'est-à-dire qui sont plus connectés à des réalités matérielles, biologiques, physiques, dont nous dépendons. Donc en gros, on est à la croisée des chemins. On peut utiliser les systèmes de collecte, de traitement, de diffusion de la donnée de manière très très vertueuse, comme au contraire, on peut les utiliser de façon très délétère. Donc moi j'ai tendance à dire, et ça choque parfois parce qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup de phobie autour de l'IA, tout comme il y a beaucoup parfois d'enthousiasme ou de béatitude, plus que jamais, il faut questionner la priorité des usages, la hiérarchie des valeurs, l'intention profonde. Et moi, l'originalité de mon regard, c'est que je vais pointer non pas seulement sur la question de l'efficacité du système, c'est-à-dire on veut que ça produise tel effet et on va mesurer l'efficacité du système, mais aussi une externalité qui est souvent balayée, qui est celle de l'effet que ça va avoir sur la perception du monde du point de vue de l'utilisateur. C'est-à-dire que tout système technique va changer notre rapport au monde. Comment ? En bien, est-ce qu'on comprend mieux le monde grâce à cette technologie ou est-ce que cette technologie, au contraire, va nous en éloigner ? Et je crois qu'on là, on est à un moment où il faut qu'on réatterrisse d'une certaine manière, donc qu'on se réintègre. Et les systèmes d'intelligence artificielle, autant que les dispositifs d'interface, les écrans, nos manières de voir l'information, vont jouer un rôle essentiel dans les 50 prochaines années ou les 100 prochaines années. Soit ça va nous rapprocher du monde, soit ça va nous en éloigner. Depuis 2017, tu enseignes à Sciences Po la programmation du monde et tu travailles beaucoup sur l'histoire de la technique, de la technologie et les façons dont les outils que nous créons impactent notre perception du monde, c'est ce que tu viens d'évoquer. Certains de tes travaux portent notamment sur les technologies de l'esprit. Technologies de l'esprit. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors, les technologies de l'esprit, c'est un concept qui vient d'un anthropologue britannique qui s'appelle Jack Goody et qui est en fait la personne qui a étudié les dernières sociétés orales. Lui, c'était surtout des sociétés qui vivaient dans le nord du Nigeria et qui vivaient dans l'oralité, c'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais vu de système écrit. Ils n'avaient jamais vu d'écriture dans les années 70. Donc lui, il a étudié ces populations en essayant de comprendre ce qu'allait faire l'avènement, l'irruption, l'arrivée des systèmes écrits. Bon, c'était de l'écrit de l'anglais, puisque c'était dans l'Empire britannique. Il a observé ce que ça faisait sur les Yoruba. C'est une population, c'est des centaines de milliers de personnes. Et il a compris que l'arrivée des systèmes d'écriture dans une société où il y a des mythes fondateurs, un peu comme les Grecs, qu'on se récite entre nous, où toutes les structures sociales étaient fondées sur l'oralité, l'oral. Eh bien, ça a changé plein de choses, notamment le volume géographique, c'est-à-dire qu'on se mettait à représenter l'espace géographique de manière très différente. On avait de l'information qui venait de beaucoup plus loin. On se mettait à se rendre compte qu'il y avait des mondes qui nous étaient inaccessibles, qui tout à coup deviennent accessibles, ou en tout cas dans la représentation. Le rapport au temps change totalement, on communique beaucoup plus vite. Il y a des transformations culturelles, sociales, profondes, des rapports de force. Bref, il a étudié tout ça. Et il en a sorti une théorie qui est la théorie en anglais Mind Tech, donc Mind Technologies. Et en fait, il a imaginé développer des caractéristiques pour cette technologie. Donc la première caractéristique, c'est que c'est une technologie que l'on utilise avec notre cerveau. Donc c'est une technologie cognitive. C'est-à-dire que la main qui va manipuler cet outil, c'est le cerveau. Deuxièmement, c'est une technologie qui va permettre de faire entrer et sortir de l'information. On dit qu'il y a une réflexivité. Donc en gros, elle va permettre de communiquer ou de stocker de l'information. Et donc la troisième caractéristique, c'est que c'est des technologies qui composent une mémoire externe. Ça veut dire que ça va capter de l'information et ça va placer l'information à un endroit.
on va pouvoir s'y référer ultérieurement. Et bien en fait, grâce à cette analyse, ça s'appelle MindTech, Mind Technology, en français je traduis par technologie de l'esprit, mais il y a d'autres personnes, anthropologues, qui traduisent par technologie cognitive ou technologie de l'intellect. Bon, bref, moi je dis technologie de l'esprit. Eh bien, il y en a eu plusieurs dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu des moments où en fait elles sont apparues et elles ont transformé les sociétés, les civilisations. La plus ancienne, la première, on a des historiens comme Harari par exemple dans le livre Sapiens, que j'imagine un grand nombre d'entre vous ont lu ou feuilleté, parle de la révolution cognitive, qui est l'invention du langage. Le langage est une technologie cognitive. Le langage est une technologie de l'esprit. Ça correspond à ces trois catégories. 1, on l'utilise avec notre cerveau. 2, ça permet de faire rentrer et sortir l'information. On communique. 3, on stocke une mémoire externe qui est le vocabulaire. Le vocabulaire, c'est une base de données, si vous voulez. On va dire que ça s'appelle une table, une chaise, et on va pouvoir s'y référer plus tard. Et donc, en fait, quand on analyse l'irruption dans les sociétés ou dans les cultures de ces nouvelles technologies cognitives, MindTech, on a le langage, on a l'écriture, on a l'alphabet, qui est une technologie cognitive numérique avec une forme de logique combinatoire, hein, avec 22 ou 26 caractères, on va pouvoir représenter l'univers sous forme de sons. C'est ce qu'on appelle l'arrivée des alphabets linéaires. Mais il y a aussi l'imprimerie, il y a aussi les télécommunications, il y a aussi le numérique, l'IA demain, et les réseaux d'objets connectés, enfin tout ce qu'on peut imaginer qui va cocher ces trois cases. Donc les technologies de l'information, elles produisent un effet colossal sur les sociétés. Donc moi, je me suis amusé dans mon cours à la programmation du monde à essayer de comprendre qu'est-ce que ça change. À chaque période historique, il y a des points communs entre ces grandes révolutions cognitives. Il y a aussi des différences. Mais parmi les points communs, on peut citer celui de la transformation de ce qu'on appelle la morphologie sociale, c'est-à-dire la place, la forme que le corps social va prendre dans l'espace. Donc là, c'est lié au volume géographique mental. Grosso modo, nos arrière-grands-parents se représentaient la géographie avec leur village, le bourg, la grande ville, éventuellement la capitale, dans laquelle ils sont allés 1 ou 2 fois dans leur vie. Aujourd'hui, nous, avec Google Earth, là derrière, j'ai une carte en temps réel avec les vents, on se représente la Terre entière. On a un volume géographique qui a explosé en matière de représentation graphique. En fait, ça, c'est un des effets, mais qui s'est déjà produit avec l'arrivée de l'écriture dans les sociétés orales ou l'arrivée de l'alphabet dans les sociétés qui avaient des hiéroglyphes ou des écritures logographiques. Donc, c'est des choses qui sont régulières. Le deuxième point commun entre ces révolutions cognitives, c'est la transformation de rapport à l'espace et au temps. Et là, ça devient un peu spirituel, voire métaphysique. Et en fait, on voit qu'il y a des religions entières, en général, qui émergent concomitamment, plutôt en même temps ou dans les mêmes périodes. D'ailleurs, les grandes religions mondiales se sont souvent appuyées sur leur propre système graphique. L'islam avec l'arabe, les religions extrême-orientales avec les systèmes alphabétiques hindous, les systèmes d'écriture en Chine, au Japon, etc. Donc, il y a une corrélation entre les systèmes graphiques et les systèmes de croyance, parce qu'on se représente l'espace et le temps de manière différente en fonction des outils cognitifs, les MindTech qu'on utilise. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je balaye, moi, dans mon cours La programmation du monde, avec une manière un petit peu d'appliquer ce que nous apprend l'anthropologie technique sur ces sujets-là à l'enjeu contemporain, ou au double enjeu contemporain qu'on est en train de traverser, la question numérique et la question écologique. Et en fait, pour moi, j'arrive, grâce à ce prisme-là, à prendre les deux sujets en même temps, puisque en fait, ils sont très, très, très liés. Et pour revenir à la question d'avant, ça veut dire que les systèmes numériques en tant que mind technology, en tant que technologie de l'esprit, ont la possibilité soit de créer des systèmes de croyances qui nous rapprochent du monde et qui nous permettent de développer une attention supérieure, plus efficace, plus en lien avec ce dont nous avons besoin, ou au contraire nous en éloigner. Donc c'est vraiment la relation technologie, territoire et imaginaire, au sens des histoires et des croyances que l'on développe. C'est un triptyque sur lequel je travaille avec mes étudiants, ou aussi avec les entreprises que j'accompagne, puisque bizarrement, des grandes entreprises technologiques trouvent que ce que je raconte est intéressant, appliqué à leur secteur particulier. Le tourisme ou l'hôtellerie, par exemple, les systèmes de représentation graphique, numérique, que ce soit les réseaux sociaux ou les données que l'on va pouvoir traiter, changent notre représentation du territoire. Donc dans le rapport au tourisme, c'est évident, mais c'est valable aussi pour le logement, l'immobilier, l'urbanisme, le transport.
Voilà, donc il y a plein d'applications possibles à ce regard. Dans tes travaux, tu parles de l'origine des dérèglements écologiques qui, d'après toi, résultent d'une carence attentionnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu entends par là? Oui, alors là, c'est plutôt lié à une partie de mon parcours qui est que depuis 2015, depuis novembre 2015, pour ceux qui s'en souviennent, novembre 2015, c'est le combo attentat Bataclan à Paris et la COP 21, les accords de Paris. Ce même mois, moi j'avais un travail, j'étais dans le secteur du conseil en stratégie à ce moment-là. Et ça a vraiment été un séisme dans tous les sens du terme. Et à partir de 2015, je me suis un peu, j'ai démissionné et je me suis mis à m'engager. Aussi, j'ai retrouvé un boulot qui me semblait plus dans le sens de l'histoire, en fait, dans le sens des transformations qu'on était en train de vivre, qui était aussi dans le conseil, mais un petit peu différent. Et j'ai commencé à m'engager dans les associations. Donc j'ai passé presque 10 ans, ça fait 9 ans. Là, dans les sujets écologie, j'ai créé un syndicat qui s'appelle le Printemps écologique. J'ai créé une coopérative de transport en voilier qui s'appelle Sailcop, là où je vis, en Bretagne. Donc ça fait un moment que je suis engagé sur les sujets écologiques en marge de ce discours que je développe à l'université, à Sciences Po et aux Mines. Et ma conclusion, l'enseignement de tout ça, c'est que j'ai rarement vu, en fait j'ai jamais vu, des gens qui acceptent délibérément de développer des choses qui détruisent le monde, qui détruisent l'environnement, qui détruisent les sols, qui détruisent le vivant. Ça n'existe pas. C'est plutôt que on va décider de ne pas prêter attention à certaines dimensions de ce qui nous entoure. Parfois, c'est volontaire et conscient, c'est-à-dire, ça, j'évacue volontairement, parce qu'en fait, j'ai pas le temps, ou c'est pas la priorité, ou parce que ça rapporte pas assez d'argent, ou alors, c'est que c'est vraiment une mécanique de pensée complexe ou de pensée système qui n'est pas accessible parce qu'on n'est pas assez entraîné à penser les choses de façon systémique. On a une tendance à penser de façon linéaire pour simplifier, pour qu'on s'y retrouve un petit peu facilement. Dans les deux cas, ce sont des carences attentionnelles. Ça veut dire que c'est des choses auxquelles on ne prête pas attention. C'est des dimensions de notre rapport au monde qu'on ne voit pas. En fait, on ne les intègre pas à nos modèles. C'est valable pour les modèles économiques. En ce moment, il y a plein de transformations sur les comptabilités alternatives. C'est ça qui est en train de se passer. On est en train d'essayer de boucher les trous de nos carences attentionnelles. C'est valable aussi pour des enjeux technologiques. C'est aussi valable pour les collectivités territoriales. J'ai créé un programme aux Mines et avec l'ENA, l'INSP, justement qui étudie en 3 jours la façon dont ceux qui font de la politique publique se représentent le territoire. Graphiquement, avec la cartographie, quelles données on utilise, etc. Et en fait, ce qu'on voit très très vite, c'est que dans le mindset actuel de la représentation d'un territoire, mettons une région ou une commune, il y a des carences attentionnelles. On ne va pas du tout penser au sous-sol, on ne va pas du tout penser à la microbiologie, on ne va pas du tout penser à la dimension verticale du territoire, on va plutôt voir le territoire comme quelque chose de très horizontal, cadastral par exemple, et très peu de façon verticale, alors qu'il y a des animaux qui vivent dans des volumes, il y a des choses qui se passent dans le sol dont on dépend directement, etc. Donc j'ai réussi au fil de ces années à mettre en avant des carences attentionnelles. C'est-à-dire vraiment de ce à quoi on ne prête pas attention. Et c'est là où ça connecte avec les enjeux numériques et les enjeux des technologies de l'information et les enjeux des mind technologies. Puisque si c'est une carence attentionnelle, tous les systèmes que l'on développe qui produisent énormément de données aujourd'hui, énormément, vraiment c'est la nouvelle corne d'abondance, la donnée. Mais la question c'est, à quoi va nous servir cette donnée ? Est-ce qu'elle va agrandir ces carences attentionnelles ou est-ce qu'elle va au contraire compléter ce qui nous manque. Donc voilà, dans la question écologique, précisément, il y a l'expression de cette intuition que j'ai développée qui est qu'il y a une relation entre les technologies de l'information et médias, technologies numériques ou les données, et notre rapport à l'espace-temps. Appliqué à l'écologie, ça fonctionne bien et c'est quelque chose qui peut trouver des applications concrètes, comme je le disais, dans différents secteurs économiques ou dans l'action publique. Ça marche aussi très bien dans l'action publique. En conclusion, j'ai une dernière question qui concerne une publication, ou du moins un ouvrage sur lequel tu es en train de travailler, qui va être publié en octobre, qui s'appelle Géoconscience, 196 pages pour penser le territoire autrement. Alors, est-ce que, un peu en avant-première, tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet ouvrage ?
Oui, alors c'est mon premier livre, donc je n'en ai pas parlé aussi, mais depuis 2 ans maintenant, je publie tous les jours sur les réseaux sociaux, donc sur LinkedIn. Il y en a peut-être quelques-uns qui m'ont déjà croisé sur LinkedIn, puisque ça vibre beaucoup, ça parle aux gens. Le territoire, c'est ce qui vraiment nous rassemble. Donc la façon d'en parler, la façon de le comprendre, les histoires qu'on se raconte sur les territoires, ou ce que la science a à nous apporter sur la compréhension d'un milieu, du lieu où l'on vit, ou du lieu où l'on va. Ça rassemble. Ça rassemble toutes les classes sociales, ça rassemble tous les niveaux éducatifs et je suis tous les jours surpris de voir que tout le monde ça parle à tout le monde ce sujet-là. Donc oui, mon compte sur LinkedIn a été un des plus actifs ces 2 dernières années sur cette plateforme. Et du coup, on m'a demandé plein de fois d'en faire un livre de mes publications. Donc ça représente 500 publications, je pense, sur 2 ans, parce que c'est tous les matins à 8h. Et donc du coup j'ai fait un peu le tour des éditeurs et j'ai lancé une campagne de financement participatif qui est en cours encore pendant 15 jours sur KissKissBankBank et ça a beaucoup mieux marché que ce que j'espérais, donc c'est super bien. Et donc il y a pratiquement déjà 2000 exemplaires qui sont précommandés, ça va sortir en octobre. Et donc le livre c'est quoi? C'est Géoconscience, donc c'est le premier d'une série de 3 que moi j'appelle un cosmorama. Donc une cosmographie, si vous voulez, c'est-à-dire comment est-ce que graphiquement on se représente le monde. La première dimension, c'est le géo, donc c'est l'espace, le territoire sous sa forme géographique, mais aussi géologique, les géosciences en fait, parce que ça nous apprend sur le ciel, la terre, ou la vie, comme on l'organise dans l'espace, hein, le vivant, mais aussi la société, etc. Donc géoconscience. Le deuxième livre, ce sera Bioconscience, la façon dont on se représente le vivant, le monde végétal, le monde animal, le monde fongique aussi, qu'on a tendance à évacuer, mais qui est énorme dans notre habitat. Et puis le troisième, ce sera Technoconscience. Donc vraiment ce dont on est en train de parler. Donc là, l'idée, c'est de faire 3 livres, 3 sur les 3 prochaines années. Le prochain sort en octobre, l'année prochaine sera Bioconscience, si le premier marche, hein, parce qu'après, c'est des logiques économiques, bien sûr. Donc voilà, c'est en avant-première, les 3 chapitres qui composent le livre. Le premier, c'est Imaginer le monde, donc c'est plutôt sur les représentations graphiques et les imaginaires de la planète Terre, donc à l'échelle globale, c'est la conscience planétaire ou la conscience globale. Le deuxième chapitre, c'est ce que j'ai appelé Percevoir le territoire. Donc là, on est plus sur la représentation d'un volume géographique. Ça peut être le continent, le pays, la région, quelque chose qui est inaccessible au regard, mais qu'on se représente quand même. Et le troisième niveau, c'est intégrer le milieu. Et là, le milieu, c'est vraiment l'environnement immédiat auquel on est lié, ce qui est sous nos pieds, ce qui est autour de nous, ce qui est en nous, ce qui nous traverse. Parce qu'on oublie de penser que le territoire nous traverse en permanence. Donc voilà, ça, c'est les 3 dimensions. C'est plutôt un atterrissage, quoi, hein. Je parle de la conscience planétaire, la perception du territoire et l'intégration du milieu sur 200 pages environ. Très graphique, une belle image par... moi, je partage beaucoup d'images satellites, donc qui viennent aussi d'un certain nombre de technologies récentes, de drones et de cartographie, puisque c'est quand même aussi un petit peu à travers ce langage-là, la cartographie, qui est un langage graphique que je suis identifié sur les réseaux. Donc il y aura un petit peu de tout ça dans ce livre. Merci beaucoup de me laisser en parler comme ça ici. Donc si je comprends bien, tu utilises les atouts du numérique pour travailler sur ta représentativité du monde. Ouais, au quotidien, c'est ce que je viens de raconter, c'est ce que je fais vraiment au quotidien, tous les jours, en essayant de faire du judo avec l'attention que les gens mettent dans les réseaux sociaux. En fait, c'est ça, hein, et d'aller les orienter vers le territoire. Et je pense que ça fait du bien aux gens, puisqu'on est avalé par nos écrans et on est de moins en moins en contact, en tout cas attentionnel avec le monde. Donc j'essaye un petit peu de jouer avec ça, et c'est des choses que je vais essayer de faire. Là, j'ai créé une société de production audiovisuelle pour essayer de faire ça aussi à la radio, à la télé. Comment est-ce qu'on travaille notre attention? Voilà. Merci beaucoup, Maxime. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y a des questions. On a le temps pour 1 ou 2 questions. Donc, je ne sais pas si parmi vous, il y a des questions sur la vision de Maxime. On est la première keynote. Besoin d'un 2e café. Bon, Maxime, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Et puis à très bientôt. Bonne journée.